Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Valeurs féminines. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission dont le thème est de gérer sa trésorerie en période de crise, pendant et après la crise. Et mon invité de ce jour est Emmanuel Mukenge, qui est en fait le directeur général, le directeur général de la société IMB Professionals. Et cette société, en fait, c'est la société mère de Valeurs féminines. Alors, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Lisette. Voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, avant d'aborder en fait ce thème, je pense qu'il est assez important de faire un récapitulatif des mesures du gouvernement qui ont été mises en place pour aider les entreprises à traverser cette crise sanitaire du Covid-19. Parce que comme on le sait, bien qu'on soit en période de déconfinement, en fait, on est encore en pleine crise et cette crise a un réel impact sur les entreprises. Donc, on va faire un récapitulatif assez rapide pour que, voilà, pour encore rappeler toutes les mesures qui sont disponibles pour vous venir en aide si vous êtes dans ce cas. Alors Lisette, je pense qu'on va peut-être attendre que les gens se connectent avant que nous puissions aller plus en détail. Donc on laissera un peu le quart d'heure académique comme d'habitude, histoire que tout le monde puisse se connecter. Et de là, que nous puissions alors commencer à partager les infos nécessaires. Ça va? Donc on va attendre un peu que les gens se connectent. Donc là, il y a déjà 2 personnes qui sont connectées. Christian, voilà. Bonjour. Christian. Vous pouvez partager. Oui, il comme faut ça, partager, voilà, partager au maximum. C'est vrai qu'après les gens disent ah on a raté le début, oui, voilà. on n'a pas eu l'information. Exactement. Donc c'est vrai que je suis un peu réglée comme une horloge. J'essaie de. Donc voilà, moi je partage. Donc l'idée c'est vraiment de partager et de faire en sorte que voilà, beaucoup de personnes puissent être connectées. J'espère qu'au niveau du son ça va, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires et en barre de commentaires justement, pour justement nous dire un peu si vous nous entendez très bien ou pas. Donc voilà, faites-nous signe s'il y a un problème de son. Voilà. Donc n'hésitez pas, partagez au maximum. On va attendre allez, le quart d'heure académique, le temps que vraiment les gens se connectent bien. Et puis de là, on va pouvoir commencer. Donc, ok, très bien. Voilà. Entre-temps, peut-être que je vais un peu expliquer. Alors, comme je disais, Valeurs féminines fait partie de la société IMB Professionals. Ce serait peut-être bien que tu expliques un peu IMB Professionals, ça veut dire quoi? IMB Professionals, en fait, ça signifie en fait Increase My Business Professionals. Donc, en fait, l'idée, c'est venu un peu lors de mon parcours académique. Donc voilà, et donc voilà, et progressivement, j'ai commencé à me dire, ouais, tiens, mais est-ce que je pourrais pas, avec ce mémoire que je suis en train de faire, mémoire projet. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a un problème au niveau il y a un problème au niveau de l'image. On est en mode BG. Non. En fait, il veut juste dire que on est en mode BG, c'est ironique. C'est ironique. Ah. Ouais, c'est ironique. Mais non, mais c'est pas grave. En fait, autant pour moi. Oui. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. En fait, quand j'explique, enfin, comme j'expliquais, le Increase My Business vient du fait de dire que voilà, on augmente en fait la visibilité, les affaires de nos clients. Donc c'est vraiment ça en fait l'objectif derrière ce nom. Donc on va attendre que les gens se connectent bien, hein, ça va? Comme ça on pourra bien commencer. Donc et bien sûr, comme d'habitude, hein, vous pouvez poser vos questions en commentaire. De toute manière, je les lis et Emmanuel y répondra autant que possible. Oui, tout à fait. Juste pour revenir un peu sur la présentation par rapport à IMB Professionals. Donc comme je le disais, Valeurs féminines ont fait partie de la société IMB Professionals, donc qui a pour but en fait de vraiment augmenter la visibilité des indépendants et des PME en ligne avec un focus sur les réseaux sociaux. Voilà. Et dans ce cadre-là, voilà, ces émissions s'adressent en fait aux chefs d'entreprise, aux entrepreneuses. Bon, c'est Valeurs féminines, donc j'essaye quand même de donner la parole autant possible aux femmes qui souhaiteraient, dans le cadre de leur fonction de chef d'entreprise ou d'entrepreneuse, c'est-à-dire de personnes qui portent un projet entrepreneurial, de participer à l'émission
pour se faire connaître, pour essayer de parler de leur travail, de présenter leur travail et de cette manière de répondre à la mission de notre maison mère qui est d'augmenter la visibilité donc, de ces PME et de ces indépendants qui, comme on le sait, n'ont pas les mêmes moyens que ces grandes entreprises pour faire leur publicité. Exactement. Donc, n'hésitez pas, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, n'hésitez pas à partager le lien. Donc, je répète, n'hésitez pas vraiment à partager le lien pour qu'un maximum de personnes puissent être connectées et que nous puissions vraiment avoir un échange, voilà, un réel échange et que, voilà, que chacun puisse avoir l'information nécessaire en fait pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Je tiens juste à dire que tout ce qu'on fait en fait ici, c'est uniquement pour vous donner en fait les bases pour justement avoir une réflexion et de là prendre les bonnes décisions. Donc voilà, c'est ça en fait l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à prendre le temps de pouvoir réfléchir et de prendre des bonnes décisions selon différentes, on va dire, différents éléments qu'on va bien évidemment partager avec vous. Donc voilà, j'attends encore le fameux quart d'heure académique. Il est 21h07, le temps que les gens se connectent. N'hésitez pas à partager le lien, partagez au maximum, partagez le lien au maximum. Je vais aussi profiter pour dire qu'on a effectivement reçu les demandes de plusieurs personnes pour faire une émission bis. Oui. Par rapport à notre invitée de la semaine dernière, c'était Cathy. Voilà, Cathy. D'ailleurs, je vois qu'elle est connectée, donc on te salue. Bonjour Cathy. Salut Cathy. En tout cas, c'était vraiment excellent voilà. l'échange et la manière dont les gens intervenaient. C'était vraiment, en tout cas, j'ai été ravi et nourri. Voilà, donc on a eu plusieurs demandes de faire une émission bis. Et donc cette émission, comme vous le savez, comme ça a été annoncé sur la page Facebook de Valeurs Féminines, elle aura lieu le 3 juin. Donc ça sera mercredi prochain. J'aurai le plaisir d'accueillir Cathy de nouveau dans l'émission, dans le Facebook Live tout simplement de Valeurs Féminines. Et on abordera plus en profondeur les questions liées justement au fait de savoir choisir quel type de forme juridique pour sa future entreprise. Voilà. Et aussi quel financement. On ira un peu plus en profondeur, comme on a vu qu'il y avait une réelle demande à ce niveau-là. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, ça sera le mercredi prochain, toujours à la même heure, 21h. Dès maintenant, vous pouvez envoyer vos questions. Pour nous, c'est en fait un moyen de pouvoir prendre en compte vos questions lors de la préparation du live. Parce que c'est pas toujours facile pendant le live, pendant le direct, de répondre à toutes les questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous faites partie de ces personnes qui avaient envie en fait d'aller un peu plus loin par rapport à ce dernier live, vous pouvez déjà envoyer vos questions, soit via les réseaux sociaux. Valeurs Féminines est présente sur Facebook, on a une page Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, mais il y a aussi maintenant la chaîne YouTube en fait qui va commencer à faire les rediffusions de nos lives. Vous pouvez aussi laisser des commentaires par rapport aux vidéos de la chaîne YouTube, notamment le dernier live avec Cathy est maintenant visible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, vous pouvez laisser vos questions là, ou bien vous pouvez bien entendu aller sur le site du magazine Valeurs Féminines qui est www.valeurs au singulier féminine sans accent au singulier.be, et là vous allez trouver aussi un formulaire de contact et vous pouvez bien entendu nous envoyer vos questions via ce formulaire. Voilà. Je pense qu'on va petit à petit commencer on va petit à petit commencer en fait. Donc voilà, on entend encore un peu. N'hésitez pas, hein, donc partagez au maximum, partagez le lien, copiez le lien, envoyez ce lien vers d'autres réseaux sociaux, notamment comme WhatsApp. Donc n'hésitez vraiment pas. On salue Voldy Diakese. Ouais. En direct depuis Paris. Bonjour, oui, bonjour. Ça fait très plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Donc voilà, je pense que voilà, on va commencer petit à petit. Ok, donc je vois qu'effectivement il y a des gens qui commencent à se connecter. Il faut généralement laisser un peu le temps. Hein, donc c'est pour ça qu'on laisse le fameux quart d'heure académique. Okay, mais je pense qu'on va, on va démarrer voilà, parce je pense que comme on a jusqu'à 22h. Oui, voilà, on va pas non plus trop empiéter sur le temps. Ça passe assez rapidement, donc oui, si les gens voilà.
posent leurs questions. J'ai peur qu'on n'ait pas Suffisamment de temps. Ok, parfait. Ok, Mais comme donc ça, alors, comme j'expliquais, donc aujourd'hui on va aborder, donc déjà encore bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, à toutes celles qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous. Aujourd'hui on va aborder donc la question de gérer sa trésorerie pendant et après la crise. On parle bien entendu de la crise sanitaire du Covid-19. Exact. Et comme je disais au début, je pense que c'est bon de faire un récapitulatif de toutes les mesures prises par l'État fédéral pour venir en aide aux entreprises et les aider vraiment à traverser cette crise autant que possible et en essayant vraiment d'éviter autant que possible les faillites. Tout à fait. Donc je vais faire ce récapitulatif. Au cas où vous n'avez pas l'information, ça peut toujours être utile. Alors il faut savoir que l'État fédéral belge a en fait mis en place deux types de mesures pour venir en aide aux entreprises. Il s'agit d'abord des mesures liées aux cotisations sociales. Ça, c'est le premier groupe de mesures. Alors, le deuxième groupe de mesures, ce sont des mesures fiscales. Alors, je vais d'abord vous parler un peu des mesures liées aux cotisations sociales. Il faut savoir qu'il est possible actuellement d'avoir droit à des réductions, à des reports ou à des dispenses par rapport à vos cotisations sociales. Alors, si vous êtes indépendant et même à titre complémentaire, vous allez pouvoir demander en fait de bénéficier d'une réduction si vos revenus actuels sont inférieurs à la base de calcul provisoire de vos cotisations sociales de 2020. Vous allez pouvoir demander en fait cette réduction du montant de vos cotisations auprès de votre caisse d'assurance sociale. Pour ce qui concerne les reports de vos cotisations sociales, cela va pouvoir se faire pour les travailleurs indépendants et particulièrement pour le paiement des cotisations du deuxième trimestre 2020. Mais attention, il faut faire assez vite parce que vous avez jusqu'au 15 juin pour introduire cette demande. Et il faut aussi savoir que si vous demandez de reporter le paiement de vos cotisations du deuxième trimestre 2020, ils vont en fait être cumulés au paiement des cotisations sociales du trimestre 1 et du trimestre 2 de 2021. Donc vous devrez payer plus à ce moment-là. En ce qui concerne les dispenses, alors ça, c'est possible pour les indépendants à titre principal, pour les conjoints aidants et pour les starters. Si vous faites partie de ce groupe-là, sachez que vous pouvez avoir droit à une dispense totale du paiement des cotisations sociales de votre entreprise. Et donc, ça va concerner en fait les cotisations du premier et du deuxième trimestre 2020. Et il suffit simplement d'introduire une demande pour obtenir le formulaire de demande simplifié, encore toujours auprès de votre caisse d'assurance sociale. Exact. Maintenant, en ce qui concerne les mesures fiscales mises en place par le gouvernement fédéral, il faut savoir qu'il y a des reports de paiement qui sont possibles en ce temps de crise. Ça va concerner la TVA, le précompte professionnel et les impôts directs. Alors pour ce qui concerne la TVA, si vous déposez vos déclarations TVA chaque trimestre, vous n'avez plus besoin de payer en fait les acomptes trimestriels. Vous allez simplement devoir payer la TVA due selon des dates bien précises. Alors ces dates-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site du SPS Finance, qui est finance au pluriel, .belgium.be. Donc allez sur ce site-là et là vous allez pouvoir avoir toutes les dates pour le paiement de la TVA. Maintenant, si vous déposez vos déclarations mensuellement, comme ça se faisait encore avant, il faut savoir que la TVA du mois d'avril, pour ceux qui ne savent pas, elle doit être payée pour le 20 juillet. Normalement, elle aurait dû être payée pour le mois de mai, mais ici, comme on est dans une situation de crise, le gouvernement a décidé que la TVA d'avril peut être payée, peut être payée, oui, pour le 20 juillet au lieu du 20 mai, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, pour les mois suivants, pour l'instant, ça reste un peu comme d'habitude. Donc, si vous payez le 20 du mois qui suit la déclaration de TVA. D'accord. Donc, c'est-à-dire ici, on est au mois de mai. La déclaration TVA, si vous la faites mensuellement, vous l'avez fait le 20 mai et vous allez devoir la payer pour le 20 juin. Donc, c'est dans le cas que vous faites vos déclarations mensuellement. D'accord.
Maintenant, pour le précompte professionnel, le gouvernement en fait vous permet de faire aussi un report de paiement concernant donc le précompte professionnel. Donc le précompte professionnel du mois d'avril est reporté au 15 juillet. Pour ceux qui ne le savaient pas, normalement ça aurait dû être payé le 15 juin. Mais ici, on a voilà, un délai d'un mois supplémentaire. Au lieu de le payer le 15 juin, vous pouvez payer le précompte professionnel du mois d'avril le 15 juillet. Voilà. Alors, pour ce qui est des impôts directs, il y a aussi actuellement la possibilité de recourir à des reports de paiement. Et il va y avoir donc un délai supplémentaire de 2 mois qui est automatiquement accordé, en plus du délai normal. Donc pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales et de l'impôt des non-résidents. Et cela concerne bien entendu l'exercice d'imposition de 2019. Ensuite, à côté de toutes ces mesures liées à la TVA, précompte professionnel et impôts directs, il y a aussi le soutien général aux entreprises. Alors, ça va concerner en fait des dettes. Ça va concerner les dettes liées au précompte professionnel, à la TVA, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes morales. Donc, vous allez pouvoir demander... vous allez pouvoir en fait introduire une demande de plan de paiement si vous avez des dettes concernant ces différentes rubriques au plus tard pour le 30 juin. Donc c'est pas dans si longtemps que ça. Si vous avez vraiment des problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas dès maintenant à introduire donc des demandes de plan de paiement et vous allez pouvoir bénéficier de plans de paiement comme je viens de le dire, mais aussi d'exonération des intérêts de retard et des remises des amendes pour non-paiement. Bon, il y a des conditions, hein, c'est pas accordé automatiquement, il y a des conditions. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est pour les entreprises qui, en règle générale, payent tous ces impôts normalement. Hein. Donc voilà, essayez de vraiment voir si vous avez droit à ces aides-là aux entreprises mises en place par l'État fédéral. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Ces aides sont bien entendu nécessaires vu la situation actuelle, mais elles n'excluent pas la nécessité de bien gérer sa trésorerie pendant cette période. Donc, c'est ça maintenant que, Emmanuel, tu vas pouvoir apporter vraiment une information par rapport à cela. Et donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux expliquer brièvement déjà ce qu'est un plan de trésorerie d'une entreprise et à quoi ça sert pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question. Alors tout d'abord, merci Lisette pour l'invitation. Effectivement, le plan de trésorerie, pour le définir, je vais essayer d'être le moins technique possible et d'être le plus compréhensible aussi. Donc le plan de trésorerie se définit comme un outil. C'est un outil de gestion. La première chose qu'il faut savoir, c'est un outil de gestion. Un outil de gestion à court terme. Donc, il ne s'agit pas ici de faire des prévisions sur le long terme. Il s'agit de faire une gestion à court terme, c'est-à-dire mois par mois, pour voir un peu l'évolution de sa trésorerie. Ça, c'est le premier volet de la définition. Le deuxième volet, ça concerne le fait que ça reprend en fait, pardon, les encaissements et les décaissements. Qu'est-ce que c'est que les encaissements et les décaissements? C'est en fait les entrées et les sorties de vos ressources financières au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est le deuxième volet de la définition. Il y a un troisième volet qui consiste à dire en fait que c'est un outil qui permet aussi d'intégrer tout ce qui est flux liés à vos investissements, ok, mais aussi les flux liés au financement de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de gens parfois qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans pour autant faire des prévisions et c'est très risqué parce que une entreprise se gère de manière structurée et avec beaucoup de rigueur. Si on gère une entreprise comme si si on gère une entreprise de manière, on va dire, non rigoureuse, ça peut avoir des impacts négatifs au sein de l'entreprise. Donc, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir réfléchir exactement à qu'est-ce qu'on va gérer, comment on va le gérer et où ces financements vont être affectés. Donc voilà, ça c'est
la définition de manière globale d'un plan de trésorerie. Ok, tu peux encore un peu revenir sur le côté à quoi ça sert le plan de trésorerie? Ça sert concrètement à pouvoir en fait gérer ses ressources sur le temps. Voir un peu comment, quelles sont les ressources qui rentrent au sein de l'entreprise et les ressources qui sortent. Donc c'est vraiment un outil vraiment de gestion. Et il faut savoir que cet outil-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. C'est vous-même qui devez le mettre en place. Et donc voilà. C'est le gérant de l'entreprise qui doit... Tout à fait. Oui. Et suivre la trésorerie. voilà. Et il y a aussi un autre élément très important au niveau du plan de trésorerie. Ce n'est pas le bilan, ce n'est ni le compte de résultat, ni un plan d'investissement, ni un plan de financement. C'est vraiment un outil qui va vraiment vous permettre de pouvoir gérer votre entreprise au quotidien. Donc, les encaissements, les décaissements liés à l'entreprise, mais aussi surtout intégrer, bien évidemment, les flux, donc c'est-à-dire les sorties et les entrées liées aux investissements qui vont être faits, et aussi les flux qui vont être réalisés au niveau de votre plan de financement. D'accord. Et bon, tu l'as expliqué, c'est un outil de gestion. Est-ce que c'est un outil qu'on doit utiliser quotidiennement ou mensuellement ou hebdomadairement? Enfin, tu peux un peu nous en dire plus? Ok, donc c'est un outil effectivement qui doit être géré de manière, on va dire, mensuelle. Et donc, vous permet de pouvoir ventiler, le mot est un peu technique ici, mais de pouvoir vraiment étaler vos différentes dépenses sur le temps et voir effectivement quelles sont les entrées qui vont avoir lieu au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment un outil, on va dire, à court terme, comme la définition que j'ai donnée, de gestion à court terme de l'entreprise. Et c'est un outil du gestionnaire. Et ce n'est pas un outil que le comptable va faire ça à votre place. Parce que généralement, les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est que « Ah oui, mais cet outil-là, mon comptable va le gérer. » Non, non, non. Le comptable peut être là pour approuver. C'est ça. Approuver le plan de trésorerie, mais ce n'est pas lui qui va gérer le plan de trésorerie à votre place. Donc voilà, ça c'est un peu une nuance qu'il faut, qui à mon sens est nécessaire de mettre en avant. Donc voilà. Ok. Alors, je voudrais aussi savoir comment est-ce qu'il faut réagir pour gérer au mieux cette situation sur le plan de la trésorerie justement. Dans cette situation de crise sanitaire, comment est-ce qu'il faut réagir? Alors, la question est bonne. Il est important en fait, la réaction en fait dans toute situation de crise est déterminante. Donc une réaction, donc une personne qui réagit face à une crise de manière, on va dire, positive, c'est-à-dire en prenant des plans, en mettant en place un plan d'action, va avoir un effet qui sera contraire à une personne qui est dans l'inertie, qui ne prend pas d'initiative ou qui ne met pas en place un plan d'action. Donc effectivement, pour le plan ici de trésorerie, la manière de le gérer, ce serait de réellement, d'abord, d'identifier les différents postes de sortie et d'entrée de ressources. C'est ça, oui. Ok. Les différents postes, c'est quoi? C'est commencer par les ventes, les recettes. Donc, définir quelles sont mes ventes selon les différents types d'activités. On peut avoir plusieurs activités au sein d'une entreprise. On peut avoir l'activité 1, l'activité 2, l'activité 3, etc. Pour chaque activité, il y a des ressources qui sont générées. Ok. Et donc, par rapport à ça, il est important de pouvoir identifier, ok, quelles sont mes ressources d'entrée. Et puis de là, identifier quels sont en fait vos coûts, donc l'ensemble de vos charges, les charges fixes, les charges variables. Et donc, à partir de là, se poser la question, ok, j'ai autant de sorties, j'ai autant d'entrées. Commencer à se poser la question de se dire, quelle est la meilleure manière de négocier avec mes fournisseurs pour voir, pour justement essayer de retarder au maximum mes paiements auprès de mes fournisseurs, histoire d'avoir une trésorerie soutenable qui permet aussi à l'entreprise de pouvoir garder la tête hors de l'eau. Donc ça nécessite quoi ça? De négocier, comme je l'ai dit, avec le fournisseur en allongeant les délais de paiement. Donc c'est-à-dire négocier avec le fournisseur. Si vous étiez avec un fournisseur, vous payez
comptant, c'est-à-dire directement, il faut négocier avec le fournisseur pour essayer d'étaler, par exemple, à 15 jours, 30 jours, fin de mois. Ouais. Ok. Donc, essayez de voir avec le fournisseur si c'est possible de le faire. À partir de là, si le fournisseur dit, pour moi, il n'y a pas de problème, tant que tu payes, il n'y a pas de souci, ça vous donne déjà une marge de manœuvre. Donc, négocier, ça c'est le premier élément. Après avoir identifié les différents postes, c'est de négocier avec votre fournisseur les délais de paiement. Voir aussi avec le fournisseur, là c'est l'autre piste de solution, donc toujours dans cette gestion de la trésorerie. Voir avec le fournisseur si c'est possible de pouvoir étaler le paiement. Ok, si l'option 1 il dit mais écoutez non c'est pas possible de pouvoir allonger le délai de paiement, il faut payer, il faudra payer, bah, est-ce que c'est possible de pouvoir avoir un plan de paiement, donc étaler le paiement, donc étaler le coût sur la durée, histoire de ne pas ressentir trop l'effet de la charge. Donc étaler le paiement, voir si c'est possible de pouvoir payer des petites sommes chaque mois. Et puis la troisième solution, c'est de voir un peu avec le fournisseur si pour lui c'est possible que vous puissiez carrément reporter le paiement sur, au trimestre prochain. Donc voilà un peu la manière de faire pour justement essayer de préserver sa trésorerie et ne pas creuser la dette sur la durée. Et ça c'est un premier aspect. Au niveau fournisseur, et puis il y a l'autre aspect qui est plus au niveau des créances clients. Créance client, qu'est-ce que c'est qu'une créance? C'est les factures. C'est l'ensemble en fait des montants que vos clients vous doivent. C'est ça, ok. Donc voilà, c'est important de pouvoir recouvrir ces créances-là. Et donc là, il y a effectivement plusieurs pistes qui se présentent. Je veux m'attarder sur 3 pistes. Ok, la première piste, c'est commencer par se dire, ok, est-ce que c'est possible que le client puisse payer rapidement? Ok, donc réduire le délai de paiement client. Voir avec le client si c'est possible que lui, il puisse payer rapidement et de sorte que vous puissiez avoir du cash rapidement pour pouvoir faire tourner votre entreprise. Ok, ça c'est le premier volet, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est se dire, tiens, est-ce que c'est possible de pouvoir, si le client n'est pas en mesure de pouvoir payer comptant, alors voir avec lui si c'est possible qu'il puisse payer voilà, chaque mois un petit montant. Donc la logique est un peu la même qu'avec les dettes fournisseurs, mais ici c'est de se dire, ok, je vais négocier aussi avec le client. Le but c'est pas non plus de mettre la corde au cou, le but c'est vraiment de pouvoir amener le client à se dire, ok, cette entreprise-là, malgré la crise, elle essaie de trouver des solutions avec moi. Tout à fait. Donc, premier élément, on a dit, donc négocier le délai de paiement, raccourcir le délai de paiement avec le client. Deuxième solution, c'est de pouvoir vraiment essayer d'étaler le paiement avec le client. Et puis, troisième solution, qui à mon sens n'est pas pertinente, qu'il faut peut-être pas faire, c'est de recourir à des organismes de recouvrement de créances. Et donc là, effectivement, c'est vraiment la piste que je recommande la moins possible. Ok, ça va. Alors, quels sont les critères dont il faut tenir compte pour gérer sa trésorerie dans la crise actuelle? Les critères sont multiples. Moi, je commencerai par dire que il est important de pouvoir vraiment voir si parmi les fournisseurs que l'entreprise détient, quelles sont les marges de manœuvre que l'entreprise réellement peut mettre en place pour justement essayer de gérer au mieux. Donc, c'est-à-dire le délai de paiement, ça c'est le premier critère. Au niveau fournisseur, le délai de paiement, on l'a dit. Le deuxième critère, c'est notamment au niveau de l'allongement, en fait, si possible, des paiements mensuels. Donc, essayer de voir si c'est possible de pouvoir payer mensuellement des petites sommes. Et puis, le troisième critère, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir essayer de voir si c'est possible de mettre en place des reports de paiement sur des trimestres futurs.
en cas de crise comme celle-ci, est-ce qu'il ne serait pas aussi opportun de justement revoir s'il n'y a pas certains coûts qu'on pourrait réduire, certains coûts de l'entreprise qu'on pourrait réduire? Oui, effectivement, dans cette logique qui est de négocier avec le fournisseur au maximum, il y a des charges, effectivement, au sein de l'entreprise. Vous avez des charges variables, des charges fixes, comme on l'a donné dans la définition. Il est important qu'effectivement, dans les charges variables, de pouvoir voir si c'est possible de pouvoir les réduire. Donc, voire les annuler. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de vraiment essayer de faire en sorte d'avoir le moins possible de charges variables à supporter. Et donc, au niveau des charges fixes, bah, il faudra les supporter, il faudra les payer. Là, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais au niveau des charges variables, effectivement, il y a moyen de pouvoir Et les charges variables par rapport aux charges fixes, c'est des charges qui sont quoi? Qui ne sont pas indispensables? Ben, ce sont des charges qui sont pas indispensables. Oui, ils ne sont pas indispensables en fait. Hein. Donc, effectivement, l'entreprise peut s'en passer. Tout dépend, effectivement, si ce n'est pas des charges qui sont, on va dire, qui permettent pas à l'entreprise de pouvoir à fonctionner. Si ce sont des charges qui permettent à l'entreprise de pouvoir fonctionner et qu'on peut s'en passer, d'accord, on les supprime. Si on ne peut pas s'en passer, bah, il faudra essayer de trouver des solutions. Ouais. Tout à fait. Alors, comme on l'a vu dans la première partie de cette émission, l'État fédéral a mis en place la possibilité de demander des reports des paiements fiscaux pour aider les entreprises à vraiment traverser cette crise autant que possible. Mais il reste quand même le paiement des fournisseurs, comme on vient de le dire. Est-ce qu'il faut d'office recourir à un report des paiements en ce qui concerne les fournisseurs pendant cette crise? Est-ce qu'il faut absolument recourir au report? Je dirais idéalement oui. Idéalement oui, parce que si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir payer vos dettes, forcément il faudra demander la possibilité de pouvoir reporter ces charges-là. Tout à fait. Donc la logique veut ça. Maintenant, si vous êtes en mesure de pouvoir payer vos dettes, je dirais éviter le report. Parce que le report, qui dit report, dit payer des dettes dans le futur. C'est ça, donc, qui vont s'accumuler encore à d'autres dettes du moment. Par exemple, on peut prendre un cas d'une personne qui se dit, voilà, moi je vais payer mes dettes fournisseurs au trimestre suivant. Mais ça veut dire que dans le trimestre là qui suit, il y a d'autres charges que vous devez payer du même fournisseur. Ça va faire un effet boule de neige. Exactement. Donc voilà, il est important de vraiment... c'est pour ça que je parlais au début d'identifier les différents postes et de voir si effectivement il y a lieu, est-ce qu'il est intéressant de reporter. Si vous avez une marge de manœuvre au niveau de vos finances, je dirais alors ne reportez pas. Mais si vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, il faudra le faire, il faudra reporter. Oui, c'est aussi peut-être un moyen de déplacer le problème. C'est un moyen de déplacer le problème, certes, mais c'est une manière de gérer l'entreprise. Parce que l'idée, c'est pas que l'entreprise puisse avoir la corde au cou et soit incapable de pouvoir faire face à ses obligations dans le futur. Donc l'idée, c'est vraiment d'étaler la charge, voire reporter la charge pour essayer de remonter un peu la tête hors de l'eau et essayer de nager le plus possible afin d'arriver vraiment au sein de la plage et puis de là, voir qu'est-ce qui est possible de faire, etc. À ce moment-là, tout à fait. Maintenant, en dehors justement de ces ajustements liés au paiement fournisseur, est-ce qu'il y a encore d'autres moyens d'améliorer sa trésorerie? Effectivement, il y a d'autres moyens et les autres moyens, les autres pistes, c'est notamment le fait de pouvoir recourir au crédit. Au crédit, bon, c'est pas la meilleure solution. Voilà, ce n'est pas la meilleure solution, mais effectivement, c'est une piste aussi qui peut se présenter. Il y a des banques qui effectivement peuvent faire des prêts pour justement maintenir un peu vos finances de manière saine. Et puis il y a d'autres moyens, c'est notamment de faire appel carrément à ce qu'on appelle une augmentation de capital. Donc c'est-à-dire que vous allez faire appel à des investisseurs qui croient en votre projet et qui se disent mais non, il n'y a pas lieu que cette entreprise-là coule, on va injecter des ressources pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. C'est pas un peu difficile dans cette période de crise? C'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident. Mais maintenant, si vous arrivez à avoir des bailleurs de fonds, parce qu'il y a des personnes qui réellement se disent que non, cette entreprise, moi j'y crois, je vais investir. Et donc, ils se disent, c'est un pari fou, effectivement, mais si ils investissent et que l'entreprise
après la crise est profitable, mais la personne qui a investi est gagnante. Donc, effectivement, il y a le prêt bancaire, il y a l'augmentation de capital par l'apport de nouvelles ressources au sein de l'entreprise. Il y a également le fait de pouvoir recourir à une aide étatique qui permet en fait de pouvoir justement injecter en fait des liquidités exactement au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est aussi 3 pistes qui peuvent se présenter. Il y en a d'autres, mais voilà. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, hein, le fait de vraiment faire du recouvrement un peu plus intensif des factures ventes. Essayer vraiment de demander à ses clients de payer plus rapidement ou de payer à temps, en tout cas d'essayer d'éviter autant que possible. Oui, il y avait aussi un autre élément, c'est notamment au niveau de l'émission des factures. Généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils négligent en fait le fait de pouvoir émettre des factures à temps. Le fait de pouvoir émettre vos factures à temps, ça vous permet réellement de pouvoir aussi voir le client. Peut-être il a les ressources là à l'instant, il peut rapidement payer. Mais si vous émettez vos factures en retard, bah forcément, le client, peut-être qu'il avait les ressources là en ce moment-là, il pouvait payer. Et maintenant, avec la situation de crise, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir les ressources de manière immédiate. Et donc, voilà, émettre la facture à temps vous permet à vos clients de payer aussi à temps, etc. Et aussi éviter les erreurs au niveau de vos factures. Si vous faites des erreurs au niveau des factures, vous oubliez le numéro de TVA de votre entreprise ou le numéro de TVA de votre client, ça signifie que le client, vous devrez il faudra renvoyer une nouvelle facture. Donc, il va encore se connecter, voir la facture, etc. Donc, c'est du temps perdu. Donc, il faut éviter au maximum, si possible, les erreurs liées notamment à l'émission de factures. Oui, c'est ça. Donc vraiment facturer le plus vite possible éviter le plus possible les erreurs au niveau des factures, et de là effectivement recourir au fait de pouvoir réduire les délais de paiement clients. Et effectivement d'autres pistes que j'ai citées qui sont le prêt bancaire. C'est pas la meilleure solution. Bon, c'est ça. Donc, mais ça reste possible. Il ne faut pas non plus aller trop sur cette solution-là, mais il faut quand même dire, c'est une possibilité. Et bien évidemment, essayer de voir si c'est possible de pouvoir avoir du nouveau cash injecté au sein de l'entreprise. Puis, bien évidemment, essayer de voir aussi si c'est possible de pouvoir recourir à une aide étatique. Donc voilà. Tout à fait. Alors, admettons qu'on ait mis en place toutes ces mesures, mais que malgré tout, notre trésorerie reste très fragile. Est-ce qu'il y a d'autres options envisageables ou qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre la clé sous le paillasson? Non, je n'irai pas jusque-là. Si on a effectivement mis en place tous ces éléments, on voit que ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'on peut en fait faire appel à ce moment-là à une assurance justement pour sauver notre entreprise? Effectivement, il y a des assurances qui existent, qui sont des assurances perte d'exploitation. Ok, ces assurances-là, bien évidemment, après qu'on ait essayé toutes les options, ces assurances peuvent effectivement vous aider, mais à condition, je dis bien à condition, de pouvoir voir si effectivement une crise telle que celle qu'on rencontre à l'heure actuelle est comprise en fait dans ce type de police, dans ce type d'assurance. Donc il est vraiment important de pouvoir contacter votre assureur, voir avec votre assureur si vous avez une assurance perte d'exploitation, voir avec votre assureur si effectivement il peut couvrir en fait votre manque à gagner. Donc voilà, ça c'est vraiment important à faire, c'est de voir quelle est la possibilité au sein de mon assurance de pouvoir couvrir en fait mes pertes liées à mon exploitation. Et dans le cas où l'assureur refuse de couvrir ses pertes, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ce qu'il faudra faire si l'assureur refuse, effectivement là ça complique un peu plus le schéma, mais bon, il reste encore des pistes de solutions. C'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai une possibilité de pouvoir trouver une solution qui pourrait m'aider, par exemple en se disant voilà, l'assurance ne veut pas, moi j'ai pas des possibilités de pouvoir injecter au sein de l'entreprise des ressources. Là encore une fois de plus, c'est l'innovation qui va devoir
être Faudra être créatif. développé. Ouais. Donc il faudra être créatif. Ça signifie quoi? Ça signifie clairement de réfléchir à des pistes de solutions telles que, voilà, je vais diversifier mon activité. La diversification va apporter un réel plus au sein de l'entreprise. Tout à fait. La diversification soit par l'offre, Mhm. soit par la demande. Mhm. Donc quand on parle de diversification, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer d'étaler pour l'offre, par exemple. C'est essayer de créer de nouvelles activités. C'est ça, Ok. ouais. Donc développer de nouvelles activités qui permet en fait à l'entreprise de pouvoir, de pouvoir redémarrer et avoir de nouvelles ressources. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est possible pour toutes les entreprises? Parce qu'on est déjà en pleine crise, Mhm. on est en manque de liquidité. Mhm. Est-ce que toutes les entreprises ont l'opportunité de pouvoir créer encore de nouvelles activités? Il ne faut pas, pour développer de nouvelles activités, il ne faut pas forcément avoir un financement important. Mhm. Le plus important ici, c'est vraiment de se poser la question, je vais développer une activité, quelles sont mes ressources à l'heure actuelle qui me permettent de pouvoir me renouveler? C'est ça, donc faire avec ce qu'on a en fait. Voilà, faire avec ce Exactement. qu'on a, Mhm. se dire, ok, j'ai autant de ressources, je ne peux pas rester non plus immobile, Mhm. je dois absolument essayer de trouver une solution face à cette crise. Mhm. J'ai exploité les différentes pistes de solutions qui me permettent de pouvoir justement relancer mon entreprise. Mhm. Je vois que ça ne va pas. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire? La solution, c'est se dire, je vais essayer de diversifier par l'offre. Mhm. Donc, je développe de nouvelles activités qui permettent en fait à l'entreprise de pouvoir sortir, garder la tête hors de l'eau. Mhm. Et à côté de là, donc à côté de ça, on a la diversification par la demande. Mhm. Donc, c'est-à-dire que je cherche, je regarde au niveau des clients que j'ai, Mhm. j'essaie de voir quels sont les différents types de problèmes qu'ils rencontrent Mhm. et quelles sont les pistes de solutions que je peux apporter C'est ça. à leurs besoins. Donc voilà, et donc il y a deux pistes de solutions à ce niveau ici de diversification, soit par l'offre, soit par la demande. Ok. Et donc dans ces deux pistes-là, il y a, je pense, des solutions qu'on peut exploiter. Mhm, tout à fait. Alors on a une question de maman Henriette. Ah, On a une ok. question qui dit, elle demande qui va indemniser les entreprises qui font faillite? Là, c'est une très bonne question. L'indemnisation de ces entreprises qui font faillite, c'est normalement, c'est soit, il y a différentes solutions. Soit, effectivement, vous avez une assurance et donc perte d'exploitation qui permet finalement de pouvoir couvrir vos pertes. Soit vous avez effectivement rentré votre dossier auprès de l'État qui explique qu'effectivement, suite à la crise sanitaire, à la suite de la crise sanitaire, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir gérer correctement votre entreprise. Et donc, ça a généré des pertes. Et donc, votre entreprise se retrouve dans une situation d'endettement excessif. Et donc, elle ne peut pas survivre à ce choc. Donc, effectivement, là, l'État peut, dans certaines conditions, intervenir. Est-ce que tu as à l'esprit l'idée en fait d'une entreprise ou de quelques entreprises qui se sont vraiment dans cette crise réinventées, qui sont venus avec quelque chose d'innovant en fait pour essayer de résister à la crise? Est-ce que tu peux donner un peu un exemple concret? Je vais donner un exemple concret, c'est notre entreprise. Pour illustrer, c'est toujours mieux de pouvoir parler de ce qu'on connaît. Notre entreprise, par exemple, a dû se réinventer. Donc, on était plus axé sur, effectivement, purement le marketing digital. On a dû, effectivement, essayer de voir quelles sont les solutions qu'on pouvait apporter à d'autres clients. Tout à fait. Ok. Et donc, on a fait une diversification par la demande, en essayant de voir, à partir de nos clients qu'on a, quels sont leurs besoins, qu'on peut réellement y répondre en apportant une solution concrète. On a fait donc une diversification par la demande. Et puis, de l'autre côté, effectivement, on a fait aussi une diversification par l'offre. En mettant en place une nouvelle offre qui permet en fait à des nouveaux types de clients de pouvoir venir. Donc, au sein de l'entreprise. Donc voilà, on a travaillé sur les deux manières de diversifier. Ça a été bénéfique. Donc voilà. Ça, c'est les deux exemples que je peux donner au niveau de notre entreprise.
Maintenant, d'autres entreprises, oui, effectivement, il y a d'autres entreprises qui ont dû carrément changer leur business model en optant, oui, Facebook par exemple. Facebook, je ne sais pas trop, mais en tout cas, d'autres entreprises ont dû effectivement se réinventer en apportant des nouvelles solutions sur le marché. Donc effectivement, il faut absolument se réinventer. Si on reste dans l'inactivité, dans l'inertie, ça posera des réels problèmes. Ouais, on l'a aussi vu notamment avec certains restaurateurs qui au départ ne faisaient pas du tout de takeaway et qui ont en un espace très court dû commencer à développer ce service-là de takeaway. Donc ça c'est aussi un autre exemple. Et voilà, on espère que cette crise aussi va aussi nous donner des leçons pour l'après-crise, en fait, savoir que c'est très important, comme tu viens d'expliquer, d'apprendre vraiment à anticiper et à essayer de se diversifier. Exactement. Autant que possible, je ne vais pas dire le plus que possible, en tout cas autant que possible. Tout à fait. Donc voilà. Alors je regarde s'il y a encore d'autres questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le but c'est vraiment qu'il puisse y avoir un échange. Si vous avez une question pertinente qui peut justement apporter un plus aux autres, donc n'hésitez pas à les poser. On va encore un peu attendre. Mais oui. Donc voilà. Mais il est important aussi de retenir une chose, c'est que dans toute situation de crise, la réaction, comme je l'ai dit, est très 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 importante. Donc il ne suffit pas de se dire, ok, on est face à une crise, je suis incapable de pouvoir sortir de cette crise-là et donc je croise mes bras, je ne fais plus rien. Non, loin de là, il faut vraiment absolument réagir. C'est la réaction qui va être déterminante, dans la manière dont l'entreprise va survivre ou pas. Exactement. Et donc pour vous donner un autre exemple, j'ai par exemple une cliente qui tient un grand restaurant au sein de non loin du parquet, du tribunal à Bruxelles. Et donc, cette cliente-là était dans une difficulté, je pense qu'il y a une question de Christian. Cette cliente-là était dans des situations relativement compliquées parce qu'elle a dû fermer son restaurant. Et comme elle a dû fermer son restaurant, elle me posait la question, Emmanuel, écoute, moi, elle voyait vraiment en noir, quoi. Elle ne voyait pas de piste de solution. J'ai dû parler avec elle et essayer de voir un peu avec elle, c'est de se dire, ok, ton restaurant est fermé, d'accord, tu as des clients de marque, d'accord, est-ce que c'est possible pour toi de pouvoir penser autrement? Exactement. Ok, essayer de se diversifier ici par quoi? Mais ici par la demande. Essayer de voir parmi les clients que j'ai, essayer de voir si ces clients-là, ils ont des soucis dans d'autres types d'autres situations dans leur vie. Ici, par exemple, elle avait des clients de marque, de grands noms, qui allaient dans son restaurant. Et donc, l'idée, c'était de quoi? C'était de maintenir cette clientèle-là. La seule manière de maintenir là, il fallait justement développer une solution takeaway. Donc, c'est-à-dire essayer de faire en sorte, soit que les personnes puissent préparer eux-mêmes, tu mets les ingrédients dans un box et tu livres ça à domicile. Avec les ingrédients, ils savent préparer un plat, pas non plus trop sophistiqué, mais un plat d'excellence. Et donc voilà, ça c'est une piste. Donc j'ai dû essayer de parler avec elle, la convaincre qu'il fallait vraiment penser autrement. Et cette crise-là, j'ai envie de dire, est vraiment riche d'enseignements. Parce que ça permet à chacun de se poser la question, mais est-ce que réellement mon entreprise, mon business model actuel, est-ce qu'il est réellement soutenable ou pas? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir de faire preuve de résilience. C'est très important de faire preuve de résilience. C'est vrai que c'est quand même un gros choc. Oui, c'est un gros choc, tout à fait. Pour les entreprises, pour Exactement. les commerces, c'est un gros choc. Exactement. Personne s'attendait à ça. Tout à fait. Donc il faut faire preuve de résilience et de se poser les bonnes questions. Se dire, ok, je suis face à un choc exogène, donc une crise ici sanitaire, qui touche réellement à l'économie réelle, hein, et également à moindre mesure à l'économie financière. Et donc, se poser les bonnes questions en se disant, mais qu'est-ce que moi je peux faire et comment je dois réagir face à cette crise? Et donc, la réaction va être déterminante. Tout à fait. Donc, cette réaction va être déterminante. Donc, il faut vraiment absolument avoir cette gymnastique intellectuelle pour essayer
de faire en sorte de pouvoir maintenir son entreprise avec la tête hors de l'eau. C'est ça, et ne pas hésiter aussi à justement prendre de l'information, ne pas rester isolé Voilà. et penser qu'on est seul à souffrir dans son C'est coin. ça. Parce qu'au final, c'est vraiment une crise qui nous touche tous, d'abord sur le point de vue sanitaire, et après sur le point de vue économique, mais de vraiment faire cet effort de sortir en fait de ce gros problème pour aller chercher l'information là, ce qu'elle se trouve, en participant notamment à des lives comme celui-ci, où en allant chercher de l'information, il y a beaucoup d'endroits sur Internet où il y a vraiment une information riche. Déjà, comme je l'ai dit en début du live, allez déjà chercher de l'information sur des sites officiels comme le SPS Finance. Il y a beaucoup d'informations qui sont là pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, bien entendu. Voilà. Alors, je vais poser la question de Christian Weiwei. Alors, il demande comment développer la culture de l'innovation dans son entreprise. Ça, tu as répondu. Tout à fait. Oui, tout à fait. Très bonne question, Christian. Effectivement, comment développer cette culture de l'innovation, c'est d'admettre, j'ai envie de dire, c'est de se poser la question, est-ce qu'au sein de mon entreprise, c'est mieux que je pose les questions pour pouvoir mieux faire passer l'information. C'est de se poser la question, se dire, est-ce qu'au sein de mon entreprise, je me permets l'erreur? Une entreprise qui ne se permet pas d'erreur, c'est une entreprise en fait qui ne donne pas la chance à des choses qui pourraient se faire, qui pourraient réussir, et des choses qui pourraient se faire, qui pourraient rater. C'est ça, et de se remettre en question aussi. Se remettre en question. Donc, le droit à l'erreur est nécessaire. Pour qu'une organisation puisse réellement être innovante et créative, il faut admettre que oui, on a droit à l'erreur. L'être humain, on est tous des êtres humains, on peut effectivement, on est faillible et voilà, on peut se permettre que oui, voilà, là j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je peux faire pour que cette entreprise-là, mon entreprise puisse vraiment innover et changer son business model carrément. Et donc, j'ai envie de dire, et effectivement c'est peut-être pas le sujet ici, mais une organisation apprenante, la logique d'une organisation apprenante est très importante. C'est d'apprendre à apprendre. Ok, j'apprends de mes erreurs. Ok, j'adopte une nouvelle méthodologie et je fais en sorte de pouvoir faire maintenir en fait l'activité de mon entreprise et acquérir de nouveaux clients. Donc c'est vraiment ça. Accepter l'erreur, la remise en question, repenser son business model sont selon moi des pistes de réflexion qui peuvent réellement aider n'importe quelle organisation à pouvoir innover. Et effectivement aussi j'ai envie de rajouter un autre élément, c'est de se dire, est-ce que l'amélioration au sein de mon entreprise doit se faire soit en une traite, on appelle ça des innovations à rebond, ok, et soit peut se faire cette innovation-là de manière continue. Donc, c'est-à-dire, on admet que, voilà, on avance par essai-erreur, ok, ça marche, ok, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. D'où l'importance de pouvoir impliquer le client dans ce processus. Donc, c'est-à-dire, on développe quelque chose, on propose au client, on voit sa réaction, on a du feedback, on peut réadapter, réajuster les éléments et avancer. Donc, c'est vraiment ça, j'ai envie de dire, les éléments qui permettront vraiment à une organisation de pouvoir innover et surtout maintenir son activité sur la durée. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas nécessairement avoir plus d'argent pour faire cela. On peut le faire, on peut mettre en place de nouvelles choses à partir de ce qu'on a déjà. Tout à fait. D'être créatif. Exactement. Et de voir les choses sous un autre angle pour répondre différemment Tout à fait. C'est ça. Aux besoins. Très bien. Alors on a encore une question de maman qui demande, est-ce que tous les secteurs d'entreprise peuvent se diversifier? Une bonne question. Une très bonne question. Est-ce que tous les secteurs d'entreprise peuvent se diversifier? Oui, tout à fait. Effectivement, l'innovation, la diversification, c'est quelque chose, c'est une très bonne question. C'est quelque chose en fait qui n'est pas propre à une seule entreprise ou à un seul secteur. C'est quelque chose qui peut effectivement se faire dans n'importe quel secteur. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt au changement? La résistance au changement dans n'importe quelle organisation est un frein réel
pour les talents qui, eux, ont envie de montrer de quoi ils sont capables et d'amener, en fait, par leur innovation, leur créativité, l'entreprise à grandir et à aller plus loin. Et donc, effectivement, n'importe quel secteur peut réellement réaliser une innovation. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On espère vraiment que ça peut vous apporter non seulement de l'information, mais avant tout vraiment de l'espoir. Parce qu'on sait que la situation par laquelle on passe, c'est une situation vraiment qui peut plonger les gens dans un grand désespoir et penser que voilà, c'est la fin, qu'on ne pourra pas s'en sortir. Mais j'ai envie de dire, même si on passe par un moment vraiment où on est au plus bas, il faut garder espoir pour pouvoir remonter la pente. Comme Emmanuel l'a expliqué, je pense vraiment, comme tu l'as dit, c'est une question en fait d'état d'esprit. Est-ce que tu es prêt à faire certains pas pour aller de l'avant? Voilà, c'est ça. Il y a une question, je pense, ici, là. Alors, c'est une question de Maurice. Bonjour Maurice. Maurice, oui, bonjour, bonsoir. Il dit, tout le monde n'a pas de département RD. Recherche et développement. Voilà, recherche et développement pour faire de l'innovation et se permettre des erreurs dans l'innovation. C'est une remarque. Alors, comment faire de l'innovation à petite échelle, style PME, comme un restaurant ou un magasin marqué? Très bien. Très bonne question. Merci Maurice. Effectivement, c'est une question pertinente parce que en fait, elle sous-tend. Oui, tout à fait. Elle sous-tend en fait plusieurs éléments. Mais je vais essayer de raccourcir et de donner l'information la plus pertinente possible. Donc, effectivement, lorsque nous sommes dans une grande organisation, une grande entreprise, le département recherche et développement est présent. Et travaille, on va dire, de manière régulière voilà. ces questions-là. Exactement. Oui, voilà. Et dans une petite entreprise PME, forcément, il n'y a pas ça. Le dirigeant a plusieurs casquettes. Il a à la fois la casquette de l'ingénieur, il a la casquette du commercial, il a la casquette du dirigeant. On en fait quelque chose. Oui, et donc, forcément, il doit absolument innover, innover, en même temps gérer sa comptabilité, contacter son comptable, et en même temps essayer de faire en sorte que l'entreprise puisse tourner normalement. Donc, dans une PME, c'est compliqué. Et parfois, effectivement, on ne peut pas se permettre beaucoup d'erreurs. Mais beaucoup de recherches et beaucoup d'études démontrent qu'effectivement, une entreprise qui se permet l'erreur est une entreprise qui finalement est relativement flexible. Et donc, la méthode agile, qui est souvent utilisée dans les grandes entreprises, se veut en fait une méthode qui utilise en fait le mindset des petites structures. Donc, en s'adaptant à l'environnement, à l'écosystème de l'entreprise, et en faisant en sorte que, ok, on met ça en place, ça ne marche pas trop, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement essayer d'ajuster les choses en fonction réellement de ce que le marché demande. Je vais donner un exemple rapidement, c'est notamment dans l'entreprise, dans le passé où j'ai travaillé au sein de ING, justement, ils utilisaient en fait cette méthode agile, et ils utilisent d'ailleurs encore. Et donc là, la question qui se posait, selon le CIO qu'on côtoyait régulièrement, il se posait la question, ok, on va utiliser la méthode agile, mais je n'ai pas de certitude que cette méthode-là sera viable au sein de notre structure. Mais nous allons tester. Nous avons ce devoir-là de le tester parce que si on ne le fait pas, cette organisation, cette banque est destinée à mourir demain. Dans un monde qui change complètement, constamment. Donc, il a accepté ça. La plupart de ses collaborateurs, ses associés n'étaient pas d'accord sur cette manière de fonctionner. Mais s'il n'avait pas fait ça, à l'heure actuelle, ING quand même se défend assez bien, malgré la situation actuelle de crise où on est. Mais c'est une banque qui se défend assez bien, qui se permet en fait d'ajuster les choses. Donc, pour répondre de manière précise maintenant à la question de Maurice, c'est de se dire, ok, je me permets, malgré j'ai une petite structure, je veux me permettre l'erreur. Et donc, me poser les bonnes questions encore, parce que comme on est une petite structure, on a cette facilité de pouvoir ajuster les choses et changer rapidement. Les grandes structures, il faut que le CIO décide, le fameux système de top-down, et que les autres puissent exécuter, etc. Et donc, le temps que l'information arrive à l'exécutant, la dernière personne de l'entreprise,
ça devient un peu compliqué pour que les questions puissent avoir lieu. C'est ça. Donc voilà, moi je dirais accepter, en tant que petite structure, on a plus de flexibilité, accepter l'erreur et faire en sorte de pouvoir justement faire des ajustements nécessaires au moment opportun pour faire en sorte que l'entreprise puisse perdurer. Et puis comme je disais aussi, ne pas rester dans son coin, aller chercher l'information, notamment dans des webinaires où est-ce que différents professionnels sont réunis pour entendre un peu ce que les autres font. Ça peut aussi être une source d'inspiration. C'est pas forcément que vous allez appliquer exact à la lettre ce que d'autres entreprises font, mais ça peut vous inspirer, vous donner des idées que vous pourrez appliquer pour votre entreprise. Exactement. C'est aussi une piste. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on arrive déjà à la fin. Il y a encore une question. Regarde. Ah oui, alors ce sera la dernière et ensuite on va terminer. Donc on peut faire appel à des petites startups externes. Donc c'est une question de Christian Weiwei. On peut faire appel à des petites startups externes. Oui, il y a un coût, mais ça soulage intellectuellement. C'est pas une question, c'était en fait une remarque. Une remarque. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok. Donc voilà, je pense que il est vraiment important de garder à l'esprit, lorsqu'on lance son entreprise, de vraiment ne pas se mettre des barrières. Il faut, dans un contexte dans lequel on est à l'heure actuelle, c'est de se dire que le monde ne sera plus jamais comme il était. Et donc, forcément, comme le monde ne sera plus comme il était, il faut absolument accepter le fait qu'il faut faire des ajustements, voir quelles sont les variables d'ajustement au sein de l'entreprise qui a lieu de pouvoir ajuster, voir comment les ajuster et à quel moment les ajuster. Donc, c'est très important de rester ouvert, de ne pas hésiter à faire des choses, oser faire des choses. Même si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Si vous êtes une petite structure, ça se comprend très très bien. Vous avez cette capacité de pouvoir rapidement vous réajuster. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Donc, mais l'inertie, rester en inaction, ce n'est pas bon parce que, in fine, ça va créer une faillite, ça va créer une situation d'endettement excessif. Et donc, donc voilà. Et je pense qu'il est très important de vraiment se poser les bonnes questions pour permettre à son entreprise de pouvoir être viable. Voilà, donc c'était le mot de la fin. Merci encore Emmanuel d'avoir répondu à nos questions. Comme je le disais, on espère vraiment que ça a pu vous apporter des réponses, que ça a pu vous encourager et que, voilà, que vous allez peut-être, pourquoi pas, mettre en place certaines choses dont on a parlé ici ensemble ce soir. Donc nous, on va se retrouver la semaine prochaine, mercredi, à la même heure, 21h. Mon invité sera Cathy Gouy, qui était en fait avec nous mercredi dernier. Et on va aborder le thème de quelle structure, quelle forme d'entreprise choisir pour lancer sa future entreprise et quel financement adopter pour la mettre en place. On avait abordé ce thème, comme je l'ai dit, mercredi dernier, et il y a eu pas mal de demandes pour faire une émission bis. Donc on avait entendu vos demandes et on va y répondre. Donc Cathy sera de nouveau notre invitée mercredi prochain. Donc ne manquez pas ce live. Vous pouvez dès maintenant, si vous avez des questions, les envoyer via la page Facebook de Valeurs Féminines, via notre site internet qui est www.valeurs au singulier féminine sans accent et au singulier .be. Alors je ne manquerai pas de répondre, de prendre en compte en fait vos questions pour pouvoir préparer ce live de mercredi prochain. Encore merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup pour les personnes qui ont posé leurs questions. Merci pour vos pouces bleus. Merci pour vos cœurs. On les voit tous et ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain en vous souhaitant une très bonne soirée. À mercredi.